petit instant, un petit ajustement. Alors, pour ce panorama, je vais accueillir Monsieur Koné Habib, directeur général du groupe Atlantique, Banque Atlantique. Bienvenue, installez-vous, vous voulez, Monsieur Koné. Pour l'accompagner, je vais faire venir sur la scène Monsieur Cyril Nkonchou, de Enco Capital et Enco Éducation. Bienvenue, Cyril. Monsieur Ngou, de CETELSI. Merci de nous rejoindre. Je pense que vous pouvez vous asseoir. Alors, de Adiwale Partners, Monsieur Jean-Marc Savi-de-Tové. Bienvenue. Madame Leblond, enfin une femme. On n'est pas en parité, mais bienvenue. C'est bon. Merci Yacine. Voilà. Mais je vais vous demander de vous installer. Bienvenue sur ce panel. Alors, nous allons parler de l'investissement vu par les investisseurs. On va beaucoup parler critères. Mais avant de commencer, je suis intéressée par, pour donner le ton un peu, je donne quelques petits chiffres. Les PME, les petites et moyennes entreprises, représentent 40% du commerce en Côte d'Ivoire, 89% de l'emploi, c'est important. Et il s'agit de plus de 50 000 entreprises à l'échelle nationale. Si on rajoute le système informel, on pourrait rajouter à peu près 150 000 entreprises en plus. Donc c'est énorme. C'est un marché qu'il faut considérer. C'est un marché qui a énormément d'impact sur le développement de l'économie ivoirienne. Et nous allons aujourd'hui parler des PME et comment on investit dans une PME. Alors, on a tous, quasiment tous, je pense que tout le monde était là hier, on a assisté à pas mal de discussions hier qui ont posé des constats. Il y a eu des témoignages de PME, des témoignages avec beaucoup de passion qui étaient parlants, des prises de conscience aussi, des deux côtés, aussi bien du côté des investisseurs que des PME, qui disent que bien souvent les dispositifs sont en place, mais il manque quelque chose pour réussir. Donc c'est déjà bien d'avoir cette prise de conscience. Du coup, ça nous amène à réfléchir à comment on se prépare pour les PME et comment on s'adapte aux PME qu'on a pour réussir ce pari. Alors, donc les PME, l'industrialisation des PME, puisque c'est de ça qu'il s'agit, sera incontournable et un levier de croissance. Donc nous allons parler de comment on accompagne les PME dans cette industrialisation. Alors, je vais commencer par une question, tour de table pour tout le monde. Quel est le pourcentage d'investissement dans les PME au sein de vos structures respectives? On va commencer par la Banque Atlantique. Merci. C'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent. Alors nous, au niveau du groupe donc des banques atlantiques, globalement, on va dire que le portefeuille des PME représente environ 12% du portefeuille global, soit un peu plus de 300 milliards de francs CFA. Intéressant. Merci, M. Koné. M. Nkonchou. Oui, merci. Merci, Efwa. C'est toujours difficile de définir effectivement ce que c'est qu'une PME. Ça, effectivement, selon la Banque mondiale, selon la personne à qui on s'adresse. Alors nous, dans notre industrie, c'est un peu déterminé par la taille de nos fonds. Donc, généralement, un fonds a vocation à faire une dizaine d'investissements. Donc, si vous prenez la taille du fonds, vous divisez par 10, ça vous donne à peu près le ticket moyen.
donc nous, par exemple, dans le cas du premier fonds que nous avons levé, voilà, le ticket minimum était d'à peu près 3 millions de dollars d'investissement. Donc, effectivement, c'est quand même des entreprises qui ont une certaine taille. On n'est pas vraiment sur la PME nécessairement telle qu'on l'entend. Et c'est aussi important de comprendre que de la façon dont l'industrie est organisée, il y a différents segments. Il y a certains fonds qui s'intéressent vraiment aux sociétés en phase d'amorçage, qui sont des vraies PME, enfin qui sont des sociétés qui sont même encore plus petites que des PME. Et donc il y a différents compartiments dans notre industrie. Mais effectivement, le nôtre, c'est plutôt un compartiment où le ticket est autour de 3 millions. Donc quand même, c'est de la PME+. Alors, Madame Leblanc. Bonjour. Sur la question, je pense que M. Conchot, ce qu'il disait, je vais peut-être juste le compléter. Le milieu du capital investissement, on est tous positionnés selon notre stratégie sur, on va dire, un segment. On va avoir les VC, les fonds vainqueurs capital, qui vont plutôt faire du pré-seed, des startups sur des petits montants, des petits tickets. Donc, ils vont accompagner des projets qui démarrent ou des entreprises qui démarrent à peine pour faire la phase go-to-market. On va avoir d'autres fonds d'investissement qui vont faire plutôt du PI, du private equity. Et là, on va retrouver sur des PME qui ont déjà un produit, un modèle, qui ont déjà fait tester leur marché et qui doivent passer à une deuxième étape. Sur notre premier fonds d'investissement, M&A Ventures, on était plutôt sur du VC, du venture capital. On faisait des petits tickets, on faisait des startups. On a fait à peu près une dizaine d'investissements sur des startups sur l'Afrique de l'Ouest, sur des tickets qui pouvaient aller de 150 000 euros à 1,5 million d'euros. Là, on était vraiment sur ce marché VC startup. Là-bas, il faut savoir que c'est beaucoup d'accompagnement, c'est beaucoup de structuration, mettre en place le middle management, le produit, la commercialisation. Donc ça c'est vraiment l'étape qui est importante. Sur le nouveau fonds de Opéra Green Industry, on est plutôt sur des entreprises sur la deuxième étape, je vais dire, celles qui sont des PME qui ont atteint un plafond de verre. Et là, l'idée, c'est de les accompagner à faire le shift pour passer à un autre stade de développement. Là, du coup, on fait des tickets entre 3 millions d'euros et 8 millions d'euros sur cette phase-là. Maintenant, juste pour ajouter quelque chose, il faut savoir que le milieu du PI, en Afrique de l'Ouest, on n'est pas nombreux, malheureusement. Il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Parce qu'on a cette capacité d'accompagner ces startups, ces entreprises, ces PME sur différentes étapes et de prendre les risques à leur côté. Parce qu'on ne met pas de la dette, on met du capital aux côtés des entrepreneurs. Donc c'est juste la différenciation sur ces différents sujets. D'accord. Est-ce que je dois comprendre que vous ne financez que des PME ou vous financez des grandes entreprises? Et quelle est la proportion de PME par rapport à votre... Sur le premier fonds, les 10 millions d'euros complètement sur ces... La définition de PME est extrêmement difficile, mais dans le sens large où on l'entend, oui, on ne fait que les PME, on va dire. D'accord, c'est intéressant, merci. Monsieur Savi Dotové. Une fois, tu as sauté... Exprès. Exprès, parce qu'il est une PME et que là, je veux l'avis des investisseurs pour l'instant. Donc, nous c'est 100% de PME. Je ne vais pas reprendre ce que Cyril et Setsu ont déjà dit. C'est 100% de PME. Alors, si on prend la définition UMOA, ce n'est pas des PME. Mais si on prend une définition Banque mondiale, AFC, etc., on est 100% PME. D'accord. Donc, on est avec la bonne cible des investisseurs pour les PME. Si on prend la définition, c'est ça, plus ou moins, on va dire ça. Donc, je suis avec les bonnes personnes pour accompagner et démystifier un peu le concept d'investisseur et rendre ça accessible et surtout préparer nos PME qui sont dans la salle à les accompagner pour qu'elles se préparent à attirer des investisseurs. Monsieur Habib Koné, je reviens sur cette question de ticket d'entrée. Vous êtes à la tête du groupe Banque Atlantique. Pourriez-vous nous préciser le ticket d'entrée pour envisager le financement d'un projet de PME vu par la banque? D'accord. Alors, je pense qu'il y a la notion de PME, effectivement, est une notion très critique, parce que selon la BCAO, on parle d'1 milliard. De chiffre d'affaires. En réalité, je pense que donc il ne faut pas qu'il y ait de confusion par rapport aux échanges qu'on est en train d'avoir. C'est vrai qu'on classerait
cette catégorie-là dans les toutes petites entreprises. Mais ce que je peux vous dire, nous, on n'a pas de ticket minimum, hein, parce qu'on a une banque à vocation universelle. On accompagne tous les segments de clients. On accompagne tous les segments de clients, donc on n'a pas de ticket minimum. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, en termes de diligence, vous avez quasiment les mêmes diligences à faire, aussi bien pour un tout petit dossier qu'un dossier beaucoup plus important. Et d'où, on pourra en reparler tout à l'heure lors des débats, ce qui explique qu'on ne traite pas la TPE et on va dire la moyenne entreprise de la même façon. Voilà. D'accord. Merci de nous avoir éclairés. Si nous nous plaçons dans la perspective d'accompagner l'industrialisation des PME, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein. Un next step, l'industrialisation des PME. On reste bien dans le thème. Quelles sont vos attentes pour investir dans une PME? Et est-ce que vous sentez que les PME sont prêtes à embrasser cette révolution industrielle? Monsieur Savid Tové. Merci pour la question. C'est une question très, très vaste, hein. Je vais essayer de l'apprécier ou de l'aborder du point de vue du capital investisseur que je suis. Bon, chez Adiwale Partners, on fait un tout petit peu ce que nos collègues font. On a un fonds de 60 millions qu'on déploie sur la région UMOA. L'industrialisation, on sait très bien que ce qui n'a pas marché sur le continent, en ce qui concerne l'industrialisation, c'est essentiellement le fait que les pays se soient considérés comme des pays qui doivent industrialiser à l'intérieur de leurs frontières, plutôt que de s'industrialiser pour vendre des produits industriels dans une région plus large. Ça a été un gros frein. Et bien sûr, les autres freins, c'est des freins comme les facteurs de production. On le sait, l'électricité, le coût de l'électricité. Mais je crois que fondamentalement et sur la durée, quels que soient les succès qu'on a vus en termes d'industrialisation en Afrique, première chose, on s'est rendu compte que ces succès-là, on les a vus surtout dans des pays qui sont larges en population, parce qu'effectivement, il y a des gens pour acheter ce qu'on est en train de produire. Et deuxième chose, ce sont des pays qui ont beaucoup travaillé sur toute cette chaîne-là pour s'assurer que finalement le coût unitaire de ce qu'on produit soit le plus bas possible. D'accord ? Alors, quand on parle de PME et d'industrialisation, je trouve que parfois les deux ne vont pas tout à fait ensemble. Il y a des cas où ça va ensemble. Par exemple, si on parle de l'industrie créative, on parle de certaines industries où il n'y a pas beaucoup de capitaux à mettre en jeu. Bien sûr, on peut le faire à échelle relativement petite. Mais aujourd'hui, nous savons que nous avons une concurrence, quand on parle de l'Afrique, de la Chine, et tout produit que nous voulons créer, apporter à nos populations, les Chinois ou d'autres ont apporté déjà ces produits-là dans nos contrées. C'est d'autant plus facile pour nous, dans l'espace CFA, acheter ces produits-là parce qu'on a une monnaie qui est forte, qui est arrimée à l'euro. Donc ça nous permet de faire ce type d'achat et c'est plus facile que d'industrialiser. Bon, ceux qui sont pour le déglingage du franc CFA diront « Ah oui, c'est pour ça qu'il faut le déglinguer ». Et puis, c'est pas si facile que ça, ce n'est pas que la monnaie, il faut avoir le vrai produit. Il faut que le produit plaise, il faut qu'il soit de qualité, etc. La monnaie, ça arrive à la fin, c'est pas au début. Pour en venir aux PME, alors, nous, on a regardé à l'intérieur du fonds qu'on gère aujourd'hui quelques PME qui sont dans l'industrialisation. On n'en a pas fait beaucoup, malheureusement, on n'en a fait qu'une. Le vrai sujet, j'ai l'impression, c'est que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui regardent un marché, s'y connaissent, ont une vision, mais ils n'ont pas forcément la vision de comment ils vont exécuter là-dessus. Je donne un exemple qui est très très récent. C'est l'exemple d'une grande famille qui a fait fortune, hein, quelque part en Afrique, qui a beaucoup d'argent et qui veut faire un métier, faire des produits de grande consommation qui existent déjà en Côte d'Ivoire. Cette grande famille met un certain nombre de consultants autour d'elle et puis ils nous approchent. Dès le départ, on sent que ça ne va pas le faire parce que c'est un secteur qu'on connaît.
On a déjà regardé des entreprises dans ce secteur-là, donc on a des questions qui sont plutôt précises sur comment ils vont développer ce produit. Très rapidement, on leur pose la question de comment ce produit sera distribué, quel type de packaging ils veulent avoir. On leur explique qu'un packaging carré Tetra Pak blanc, ça peut ne pas passer, parce qu'effectivement, lorsqu'on transporte à l'intérieur du pays, il y a de la poussière, etc. Et le fait qu'il y ait de la poussière sur le produit peut vouloir dire au consommateur final que le produit est vieux. Il n'est pas forcément, il est totalement protégé, surtout s'il est tétrapaqué. Mais c'est des considérations qu'il faut avoir et d'autres ont eu ces considérations avant. Ensuite, on est passé sur le pricing. Combien est-ce que vous lâchez auprès de vos distributeurs? Tout ça, ça s'appelle le route to market. C'est quelque chose qui doit être étudié. Donc vous voyez, on est dans le cas d'une entreprise qui est pilotée, sponsorisée par des gens qui ont fait de l'argent en étant commerçants, qui veulent s'industrialiser. C'est quelque chose de correct, c'est quelque chose qu'on comprend, on veut pouvoir suivre cela, mais ils n'avaient pas créé la capacité à l'intérieur de leur structure pour pouvoir répondre à nos questions. Et donc, bien sûr, on n'est pas allé de l'avant. Le vrai sujet, je pense, de l'industrialisation, je crois qu'à un moment donné, le facteur de production le plus important, c'est la capacité humaine. Ma sensation, c'est que c'est ce sur quoi on a le plus péché. Que ce n'est pas l'électricité, ce n'est pas forcément, les États. Parfois, les États ont joué le jeu, parfois, ils ne l'ont pas joué. Mais l'exemple que je vois qui me dit que quelque part, quand il y a des gens de bonne volonté qui savent s'entourer et qui comprennent très bien ce qu'ils ont à faire, et ils le font, c'est celui de Dangote qui a fait sa raffinerie finalement au Nigeria, avec plein de gens qui sont contre. Hein, il y a plein de, comment on appelle ça, des vested interests, des gens autour qui n'ont pas intérêt à ce que ça se fasse, voilà, qui ont lutté contre, mais ça va se faire. Voilà. D'accord, merci. Merci, Monsieur Savid de Tové. Alors, ça me donne envie de rebondir et d'avoir l'avis de la PME parmi nous, n'est-ce pas, Monsieur Ngou? Alors, vous dirigez l'entreprise CETELSI, qui s'est industrialisée, on peut dire ça, non? Oui. Oui, voilà. On peut dire ça. Et je voulais savoir, et je crois que la banque qui vous accompagne depuis le début est présente, c'est ça? Présente, oui. N'est-ce pas? Didier me met sur le même panel que mon patron. Bon, je ne sais pas comment je vais parler. Là, je me retrouve seul contre 4. Alors, pour l'histoire, merci Didier. C'est une aventure qui dure depuis 10 ans presque. Depuis Dakar, on a parcouru des capitales, Nairobi, et puis bon là, on est passé par Kampala. C'est vraiment une belle histoire. Merci pour cette belle initiative. Alors, je disais à Habib que je suis gêné parce que là, j'ai mon patron qui me fait le faisait du roi. Mais là, bon, comme je suis la seule PME, voilà. Je vais me faire l'avocat de tous. C'est ça. Alors, donc comment la question, en fait, si vous permettez, c'est comment vous êtes industrialisé et comment, quels ont été les critères qui ont permis à une banque de vous accompagner et que l'histoire dure depuis 2013 ou 2014, c'est-à-dire 10 ans. Ouais. Et donc, comment on y arrive pour faire rêver nos PME dans la salle? Merci Efoi. Alors déjà, en tant que gérant de PME, une PME, tu as une vision. Tu as une vision, tu veux créer la richesse. Moi, j'ai hérité d'une entreprise française qui a décidé de fermer ses portes au lendemain de la crise post-électorale que nous avons connue en 2011. Alors, j'ai eu l'audace et la foi de m'inscrire, n'est-ce pas, dans la créativité de richesse. Un secteur assez concurrentiel, très difficile, qui, à la base, exigeait, ou du moins exige, la disponibilité financière à grande échelle. Alors, j'ai commencé petitement avec cette belle idée que j'ai eue. Et ensuite, je me suis approché de certains partenaires financiers, des potentiels investisseurs qui pourraient éventuellement m'accompagner dans cette idée. Bon, depuis le début, nous parlons beaucoup de la structuration, de l'accompagnement des PME. Je pense que c'est une problématique qui est toujours d'actualité. Les solutions sont données, elles ne sont pas dynamiques, parce qu'il y a vraiment un vrai problème d'adaptation de l'environnement. Et je pense, pour ma part, j'ai juste eu la chance
d'avoir rencontré des personnes qui ont compris le système et d'avoir été recommandé auprès de certaines personnes à même de pouvoir m'accompagner dans l'élan de ma croissance. Et c'est ainsi qu'en 2014, grâce à Didier, qui m'a mis en contact avec Abibla, qui jadis en son temps était directeur général de la filiale d'Abidjan. Donc il a cru à mon projet, il m'a accompagné. Donc petitement, avec des petites portions de 5 millions, on est passé à 10, 20, après c'est passé à des milliards là-bas, ainsi de suite. Mais la problématique est qu'il faut absolument réfléchir sur l'adéquation financement et activité. Parce que le problème des PME, c'est que la plupart de ceux qui souhaitent nous accompagner ne connaissent pas notre activité. Hier, j'ai eu le privilège d'échanger avec Lamine Koné, qui a eu une très belle expérience, parce qu'au fil des années, j'ai pu rencontrer aussi, j'ai été approché par les Capital Investments, mais j'ai eu peur au départ. Je me suis dit, bon, écoute, ils vont venir bouffer mon business, ça va être un peu trop cher en termes de frais financiers. Si les banques m'accompagnent et que j'arrive vraiment à maîtriser le coût, c'est plus important pour moi. Parce que le plus important, ce n'est pas d'aller chercher l'argent, c'est de rembourser l'argent. Et surtout s'inscrire sur la durée du business. Donc, pour moi, personnellement, je me suis plutôt inscrit sur le financement de l'activité, de l'exploitation. Dans ce sens, je suis allé vers des banques qui, a priori, ont cru en moi. Et chaque fois que j'apportais des activités, des projets, elles se donnaient le plaisir de m'accompagner. Et ça s'est toujours bien passé. Mais le hic dans tout ça, c'est que s'il y a des turbulences, elles ne partagent pas le risque avec vous. Donc, souvent, la difficulté, c'est que les PME veulent bien grandir. Mais les critères d'éligibilité, d'accompagnement sont souvent assez difficiles. Il faut hypothéquer un bien, il faut apporter des dépôts, des garanties. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Parce qu'il faut d'abord se constituer un capital, des fonds propres, avant de parler de garantie. Je pense qu'aujourd'hui, il est plutôt question d'apprécier le contenu du projet que la PME présente à un investisseur. Si éventuellement vous avez en face un bon signataire, je veux dire que le client a de bonnes signatures, parce que pour la plupart, les clients vous donnent un bon de commande, ils vous disent, écoutez, allez-y, produisez. Pour produire, il faut avoir de la liquidité. Pour éventuellement délivrer, il faut avoir la liquidité. Et c'est à ce niveau-là que ça se bloque. Moi, j'ai été accompagné petitement, je grandis. Après, j'ai trouvé utile de me régionaliser. Et pour des questions de stratégie, j'ai estimé qu'il fallait éventuellement ouvrir une filiale au Cameroun. Après, je l'ai fait au Togo. Ensuite, je l'ai fait au Bénin, aujourd'hui au Burkina. Malgré la crise aujourd'hui sur le territoire burkinabé, je trouve que c'est l'une de mes filiales d'ailleurs qui me produit le plus aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que souvent l'audace est important. Mais il faut avoir vraiment une vision. Il faut aussi créer la confiance. Parce qu'avec le banquier, excusez-moi, il vous accompagne aujourd'hui, tous les jours, vous devez travailler à renouveler la confiance. La confiance, ça ne s'écrit pas sur le front, mais ce n'est pas des actes, ce n'est pas le remboursement. C'est pour cela que hier, le témoignage de Lamine m'a beaucoup édifié et je lui ai dit, mais écoute, je pense que j'aurais dû aussi faire appel ou bien ouvrir mes portes à un capital investment qui allait peut-être encore me permettre de grandir plus vite. Donc voilà un peu comment c'est celle-ci. Nous essayons au mieux d'avancer. Nous avons encore des opportunités en Afrique centrale, mais par moment, le blocage vient du fait du manque de liquidité. Donc je pense que ce panel, une fois de plus, me permet éventuellement, me forme, mais m'ouvre aussi des opportunités de croissance et de développement de ma structure. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, merci Monsieur Ngou. C'est intéressant, donc vous avez fait le choix au départ de vous faire accompagner par une banque, mais je note que vous envisagez un partenariat éventuellement avec un fonds d'investissement qui pourrait aider à diluer le risque, en tout cas les premiers risques. Et ça, c'est intéressant. Alors, Monsieur Nkonchou, est-ce que vous pouvez partager, avec votre expérience, est-ce que vous pouvez partager ce qui pourrait vous attirer, vous, Enco Capital, par exemple, pour investir, je prends un cas pratique, dans l'entreprise CTLC de M. Ngou, par exemple? Oui, merci.
j'ai trouvé très intéressant la genèse en fait que Modeste vient de faire de son parcours finalement d'entrepreneur, parce que je trouve que c'est symptomatique effectivement de l'approche que suivent beaucoup d'entrepreneurs africains et qui malheureusement est un frein. Donc c'est intéressant que la première porte à laquelle il est frappé soit celle de mon ami Habib, le banquier, parce que normalement, et dans l'ordre normal des choses, la première porte à laquelle il aurait dû frapper, c'est celle du capital investissement. Donc c'est important, je pense, de comprendre que, et ça c'est vraiment le message que j'essaie de faire passer à tous les entrepreneurs. La première chose à faire, c'est de lever du capital. C'est en levant du capital que vous allez plus facilement lever des fonds auprès de nos amis banquiers. Donc ça c'est le premier point, et c'est important de le comprendre. Pour revenir du coup à notre industrie et quels sont les critères, votre question donc de notre industrie, quels sont les critères importants. Bon, j'aimerais dire que le premier critère c'est le rendement. Bon, pour contextualiser peut-être un peu quand on parle de rendement, vous savez, l'État de Côte d'Ivoire emprunte à 7%. Si vous êtes un bon client de mon ami Habib, vous êtes à 10%. Grosso modo, notre industrie, compte tenu des risques qu'on prend et le fait que nous, on n'a pas de garantie, voilà, on s'attend à avoir au moins 15%. C'est juste pour donner un ordre de grandeur. Alors, 15%, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est très peu. C'est très peu parce que notre industrie, dans d'autres géographies, plus développées, avec moins de risques, comme les États-Unis, l'Europe, on attend plutôt 30%. Et on arrive à délivrer 30%. Donc ça, c'est important. La première observation qui est de dire... bon, je le dis parce que je suis à la fois entrepreneur, enfin je me considère comme entrepreneur et comme investisseur en capital risque, et je le dis vraiment, et c'est un mot d'encouragement aux entrepreneurs, je pense qu'il vaut mieux être entrepreneur que gestionnaire de fonds de capital risque. Ça paraît être une boutade, mais je vous le dis parce que pour 15% de rentabilité, j'ai mieux fait d'être banquier qu'investisseur en capital risque. Donc ça, c'est important. C'est important de comprendre parce que je pense que c'est un mot d'encouragement. Beaucoup de gens, enfin, ils disaient tout à l'heure, oui, les requins. Mais en fait, non, on n'est pas requins. Honnêtement, le capital risque en Afrique, et finalement, l'argent est pas cher. C'est important de comprendre. Donc c'est une superbe opportunité. Donc je disais, donc le premier point, la première porte à laquelle vous devez frapper, celle du capital risque, pas la banque. Vous allez à la banque après. La deuxième chose, c'est que l'argent est pas cher, relativement. Donc du coup, c'est quoi les autres critères ? Le deuxième critère, c'est le projet de croissance. Parce que bon, du coup, c'est la seule chose qui, moi, me permet, en tant qu'investisseur de capital risque, de pouvoir créer de la valeur. D'accord ? Parce que bon, il n'y a pas de raison pour que j'arrive nécessairement à vendre la société plus cher ou à des meilleurs multiples. Donc, l'essentiel de la croissance, l'essentiel de la valeur vient du projet de croissance. Donc, ce qui est important au niveau du projet de croissance, c'est l'ambition. Donc, il faut vraiment un projet ambitieux. Soyez aussi ambitieux que possible. Je pense que c'est aussi l'encouragement, la leçon que je donne à tous les entrepreneurs. Parce que de toute façon, la vie est telle qu'elle ramène de toute façon, vous ramène à la réalité. Mais je pense qu'il faut rêver, c'est important d'être ambitieux. Et là, vraiment, le critère vraiment important qu'on recherche, c'est le fait que voilà, on a un plan de croissance qui est ambitieux et qui permet de créer de la valeur. C'est en faisant de la croissance qu'on crée de la valeur. Donc le point suivant, je dirais, c'est la gouvernance. La gouvernance, c'est important. La gouvernance, c'est important parce que du point de vue des investisseurs fonds de capital risque, c'est la gouvernance, c'est le canal à travers lequel on intervient dans la société. Donc vraiment le mot-clé, c'est la transparence. La transparence paye. Je sais que c'est pour beaucoup d'entrepreneurs notamment, je sais que c'est toujours facile au début d'essayer de prendre des raccourcis. Je pense qu'il faut s'astreindre dès le départ à être aussi transparent que possible. Et c'est une transparence aussi bien au niveau de l'information que notamment dans les relations, par exemple, avec le fisc. Je dis ça parce que bon, c'est un gros problème, un gros sujet généralement en Afrique. Et en tant que fonds, on ne peut pas investir dans une société qui n'est pas à jour par rapport aux autorités. On ne peut pas. Donc il vaut mieux. Et je pense que c'est un exercice c'est une discipline qu'il faut avoir dès le début, parce que c'est un raccourci. On parlait tout à l'heure de mindset. C'est un raccourci, c'est une facilité finalement de dire bon, on va prendre le raccourci, on va tricher le fisc.
parce que du coup, vous faites du mal à vous-même, parce que à terme, ça va pénaliser votre capacité à croître. Ensuite, je dirais, le prochain critère, qui est peut-être, à mon avis, le plus important, un critère important, c'est de comprendre aussi que les fonds, nous, on a besoin de sortir. Donc, on investit pour une période donnée, on a besoin de sortir. Donc, c'est important, dès le début, d'y avoir pensé, d'en être conscient, et qu'on soit complètement aligné là-dessus, parce qu'il n'y a pas beaucoup de façons de sortir. Pour sortir, soit vous nous rachetez, mais bon, si vous n'aviez pas l'argent au départ, c'est pas évident que vous ayez à la fin. Soit on va en bourse, donc là, il y a toute la problématique de développement des marchés de capitaux. Soit on vous vend à un concurrent, donc il faut qu'on soit aligné là-dessus. Donc ça, c'est important parce que un fonds a cette obligation de sortir. Enfin, je dirais le critère le plus important, comme toujours, c'est quand même la qualité du sponsor, des talents. Donc on investit avant tout dans des hommes et des femmes. Et donc ça, c'est le critère, je dirais, important. Le premier critère qu'on regarde quand même, c'est la qualité du promoteur. La qualité du promoteur, parce que même dans une industrie difficile, je pense qu'on en a parlé hier, voilà, si vous avez la bonne personne, elle est capable de s'en sortir. Donc voilà un petit peu de façon schématique les principaux critères. Donc je disais vraiment, le capital risque, l'argent, est pas cher, relativement pas cher. Donc vraiment, vous avez intérêt, moi j'encourage les personnes dans l'audience à être plus entrepreneur qu'investir en capital. Donc il vaut mieux être entrepreneur qu'investir en capital risque. Donc voilà. Merci Cyril pour ces précisions. Jean-Marc, une contribution ? Oui, je voulais juste marquer les esprits sur ce que Cyril a dit, parce qu'il y a beaucoup de choses extrêmement importantes. Quand Cyril dit le capital n'est pas cher, c'est vrai. Mais je ne voudrais pas que les gens sortent de la salle en se disant Cyril a dit nous vous faisons un prêt, vous payez 15% et c'est pas cher. Parce que j'ai peur que des... Non, c'est pas du tout ce qu'il a dit. En fait, Cyril est global. Cyril est global. C'est quelqu'un, c'est un acteur qui regarde ce qui se passe partout ailleurs. La réalité, c'est que notre métier, aux États-Unis, c'est 30%. En Europe, c'est entre 25 et 30%. En Afrique, nous ne mettons pas les sous nous-mêmes dans les fonds de capital investissement. C'est la coopération occidentale qui met les sous. C'est le taxpayer occidental qui nous fait vivre. Il subventionne son argent, c'est pour ça qu'on peut faire 15%. C'est eux qui font vivre notre industrie et nous permettent de baquer des PME. C'est très très important qu'on s'en rende compte. Deuxième chose, dans ce même sujet-là, nous ne faisons pas payer 15% à l'entreprise. Nous ne sommes pas banquiers, nous prenons des risques, nous prenons du capital. C'est parce qu'on a acheté la boîte à 10 qu'elle a grossi. Elle devient 30 au bout de 5 ans, qu'en vendant nos actions, ça nous rapporte 15% annualisé. On n'a pas sorti un seul franc de la boîte. C'est la valeur à la sortie qui nous donne de l'argent. Je ne dis pas qu'on dira non, si on nous donne du dividende, on dira oui, bien sûr. Mais ce n'est pas 15% que nous allons chercher à l'intérieur de l'entreprise. Nous ne sommes pas banquiers. Nous sommes actionnaires, nous prenons le risque. Donc je voulais juste insister sur ces deux sujets-là. Oui, c'est des précisions très, très, très intéressantes qui clarifient bien le mécanisme. Et puis la différence avec la banque. Madame Leblond. Alors, Opéra Green Industry Capital. OK. Est-ce que le green est un critère à considérer pour investir dans une PME? Est-ce qu'on peut parler d'innovation, enfin qu'on intègre l'innovation dans les critères d'investissement? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est votre approche? Pour revenir sur le fonds Opéra Green Industry Capital, c'est un fonds de 75 millions d'euros et effectivement, il y a cette partie climate qui est importante dessus. Je suis sur les mêmes critères que mes deux compatriotes ont cité. Et surtout pour apporter d'abord une clarification aussi qui est super importante. Il faut que vous gardiez en tête que quand on rentre dans votre entreprise, vous avez un bébé, vous l'avez conçu, vous l'avez fait grandir, on vient à vos côtés et on prend des actions dans l'entreprise. On n'a pas de garantie, on n'a pas baqué l'argent qu'on a mis. Donc, quand l'entreprise s'effondre, on s'effondre avec vous. Même la banque vient se rembourser, mais nous, on ne peut pas. On est investisseurs.
Donc, on est actionnaire en capital. Ça, c'est hyper important. Ce n'est pas qu'on met de l'argent et qu'ensuite on attend d'attendre un remboursement ou bien si l'entreprise va mal. On va même plus loin dans notre métier. Si vous avez des dettes fournisseurs ou bien que vous devez à la banque de l'argent et que vous faites faillite, nous-mêmes, en tant qu'actionnaires, on a une responsabilité dedans. Donc, on prend des risques au même niveau que vous, les chefs d'entreprise qui avez monté et structuré votre entreprise. Et il y a très, très peu de fonds d'investissement qui arrivent même à faire ces 15% dont on est en train de parler. Parce qu'on a des tailles de portefeuille sur ce fonds de 75 millions d'euros, on va faire 10 investissements. Sur ces 10 investissements, dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, pour sortir, ce sera extrêmement difficile. On va faire 3 ou 4 belles sorties. Et souvent, on a 30-40% de casse sur le portefeuille d'entreprises qui ont fermé. Donc, tout ça fait partie des risques de notre métier. Ça, c'était juste pour clarifier. Maintenant, pour revenir sur Opéra Green Industrie Capital, sur le premier fonds, je faisais du venture capital, du VC, des petites startups. Mais l'industrialisation de l'Afrique, moi j'ai grandi à Bordeaux et à côté de chez moi, il y avait une usine. Et j'ai pris conscience que l'industrie, quel que soit le secteur dont on parle, est ce secteur d'activité qui est capable de pourvoir énormément d'emplois. Quand je regarde la démographie de notre pays, il suffit juste de passer devant une école ou devant un marché aux heures de pointe et de voir tous ces jeunes qui sont dehors. On n'a pas besoin de COFAS ou quelqu'un d'autre qui nous dise qu'il y a énormément de jeunes, qu'on doit créer énormément d'emplois. Donc, je suis intimement convaincue qu'on doit créer des emplois. Et je pense que je peux parler au nom de tout le monde. Si on fait ça, le premier impact qu'on va avoir, c'est la création d'emplois à partir du moment où on est d'accord qu'il n'y a que le secteur privé qui peut créer ces mêmes emplois qu'on a besoin. Quand je regarde comment est structurée une industrie, elle est capable de faire des emplois aussi bien pour des gens qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas de formation, qui sont des ouvriers, qui sont des techniciens, que pour des gens qui ont un master ou bien un doctorat. Et quand tu le compares à la démographie de nos pays, surtout en Afrique de l'Ouest, tu te rends compte qu'il faut qu'on fasse cette transformation industrielle, quel que soit le secteur, pour pouvoir pourvoir non seulement en termes de nombre d'emplois, mais aussi en termes de diversité dans les niveaux de qualification des emplois qu'on doit créer. Maintenant, le sujet du climat, on ne doit pas être spectateur à nouveau de l'agenda mondial. Ça, c'est important. La notion de climat est importante, mais il faut qu'on l'adapte à nos propres réalités, parce que nous en sommes les premières victimes et ceux qui payons le plus gros pot, même si nous polluons moins. C'est le paradoxe. Mais l'argent, celui qui te le donne, fixe son agenda. Il a dit une chose importante. Dans les fonds d'investissement de n'importe quel pays du monde ailleurs, ce sont les fonds locaux d'abord qui financent leur propre économie. Le paradoxe que nous avons, c'est que quand on monte des fonds d'investissement, on n'a pas nos fonds souverains, on n'a pas nos assureurs, on n'a pas nos banques qui nous financent, qui investissent dans nos fonds parce qu'ils se disent qu'on finance des PME et le PME est risqué, donc ils ne viennent pas chez nous. On est obligé de faire le shift, de repartir en Europe. Moi, j'ai fait 15 ans dans des fonds d'investissement en Europe. Je suis venue m'installer ici pour monter un fonds. On repart là-bas pour lever de l'argent, pour pouvoir venir le réinvestir ici. Et pourquoi le côté green, c'est, je remarque que dans la zone, on a énormément de belles PME ou industries qui ont atteint une certaine taille de maturité, mais qui existent depuis presque 15-20 ans, qui ne sont plus compétitives, qui produisent beaucoup trop cher, qui ont des coûts énergétiques, qui ont une installation qui est devenue obsolète et qui ont atteint ce plafond de verre où elles ne peuvent plus passer à une autre étape. On parle de beaucoup de PME, beaucoup de SMI, mais on a tous peur de dire le mot multinational. Sauf que la finalité d'une entreprise, c'est de grandir et de passer à d'autres étapes pour pouvoir créer plus de valeur et plus d'emplois. Donc on s'est positionné sur ce segment de dire, on va accompagner ces belles PME qui ont atteint ce plafond de verre à passer à une autre étape pour pouvoir changer leur outil de production plus propre, moins énergivore et surtout être beaucoup plus compétitif sur un marché mondialisé qui aujourd'hui, on ne peut pas se dire que je produis au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, je vais produire selon mes normes. Ce n'est pas possible. Vous ne serez pas compétitif sur l'agenda mondial parce que ce sont eux vos clients, ce sont eux vos acheteurs. Donc, il faut que les produits africains soient brandés et soient au même niveau de qualité et aux mêmes standards internationaux et surtout à un pricing qui nous permet d'être compétitifs d'abord chez nous parce qu'on subit les produits importés qui viennent à des prix beaucoup plus compétitifs car subventionnés à l'étranger. Et donc, comme on n'a pas ce moyen de le faire autrement, il faut que nos installations de production
puisse être compétitive et être verte. On va financer l'éducation, mais sur l'éducation, on est très, très spécifique. Sur le premier fonds M&A Ventures, nos plus belles success stories, ce sont des écoles qu'on a fait, et sur le secteur de l'industrie. On ne peut pas ne pas financer l'éducation. On a tous parlé du problème qu'on a en termes de formation et de qualification. Donc, on a beau créer des entreprises, si on n'a pas les personnes qualifiées pour faire ce métier, on ne créera pas l'emploi qui est notre première vocation de faire le métier que l'on fait. On va faire du service financier inclusif parce qu'il va falloir financer différemment. Et c'est là que j'en profite pour faire un appel à nos politiques publiques. On a un grand paradoxe en Afrique. On est censé être un continent jeune, mais on a les politiques publiques et la réglementation la plus archaïque, très difficile à faire bouger, à faire mouvoir. Et quand j'entends qu'on dit qu'on se penche encore sur une étude sur telle réglementation, ça me fait sourire parce que ce sont des réglementations qui, dans des vieux continents, sont mises en place depuis 2010 ou 2012, par exemple le financement participatif, et que nous, on en est encore au stade d'étude. Et quand on aura terminé, on sera passé à autre chose sur ce secteur-là. La question énergétique, pour être compétitif et s'industrialiser, je n'en parle pas parce que c'est la chose qui décourage. Notre fiscalité de porte. Nos industriels préfèrent, nos producteurs préfèrent produire, exporter, que de le transformer au niveau local parce que nos politiques n'ont pas encore ce courage de changer cette fiscalité pour que la transformation se fasse au niveau local. Donc l'agriculture, pour moi, ou tous les autres secteurs, il faudrait qu'on ait ce courage protectionniste que les États-Unis et les autres ont pour pouvoir transformer, industrialiser nos économies, créer des emplois et surtout consommer local. C'est important. Merci beaucoup. Didier, 2 choses. Un cadre de concertation pour aller parler aux intéressés, pour travailler sur la fiscalisation, la fiscalité, pour faciliter les choses. Et la deuxième chose, la prochaine fois, peut-être 2-3 femmes pour la parité, parce que c'était passionné. Voilà, il y avait beaucoup de passion et c'est ça aussi qu'on transmet. Voilà, ah oui, d'accord. Merci beaucoup pour cette belle intervention. Merci beaucoup. Alors, je voulais dire, oui, Monsieur Nkonchou y a plus ou moins répondu à l'éducation, le rôle de l'éducation, puisqu'il y a ENCO Capital, mais il y a également ENCO Éducation. En quelques petits mots, est-ce que ENCO Éducation prépare les dirigeants de demain de PME? Est-ce qu'on peut dire que c'est les bases, la fondation, quelque chose se prépare en tout cas pour les PME de demain? En tout cas, c'est toujours un plaisir de parler d'ENCO Éducation et je remercie d'ailleurs le SMI Forum hier d'avoir attribué à ENCO Éducation le prix de la meilleure SMI. Merci. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Donc ENCO Éducation, c'est un peu ma casquette, je dirais, d'entrepreneur. Et ça vise vraiment à relever les défis et les opportunités de l'éducation en Afrique, compte tenu de la démographie. C'est évident que voilà, ça offre beaucoup d'opportunités. Peut-être juste sur l'éducation, je pense qu'il y a vraiment 3 enjeux importants sur l'éducation par rapport pour vraiment en faire quelque chose qui va permettre à la jeunesse africaine de effectivement trouver des opportunités, trouver des emplois. Le premier, c'est vraiment la problématique de qualité, au sens où, je pense que on a observé partout une dégradation de la qualité de l'éducation. Donc c'est important, et qui dit qualité dit standard. Donc c'est important vraiment de se caler sur des standards internationaux. Donc la première préoccupation d'ENCO Éducation, c'était de dire, voilà, on va s'arrimer à un standard international. C'est important de comprendre que l'éducation, maintenant, c'est devenu un enjeu global. Vraiment, j'ai une statistique intéressante. D'ailleurs, récemment, une société qu'on prospecte m'a fait comprendre qu'il y avait autant d'Indiens, par exemple, qui allaient étudier en France que de francophones, quoi. Donc c'est vraiment un business global. Donc c'est important d'être au standard international et donc c'est important que voilà, on puisse se mesurer au meilleur standard. La deuxième chose, c'est que l'éducation est en train d'évoluer. Ce qui est important dans l'éducation aussi est en train d'évoluer au sens où avec les nouvelles technologies, ce qui devient de moins en moins important,
c'est les contenus. C'est pas le fait d'avoir de l'histoire, de prendre de l'histoire de la géographie ou du droit. C'est plus les compétences. Donc les compétences, c'est voilà, l'esprit critique, la communication. C'est vraiment toutes ces compétences soft deviennent plus importantes que les sujets eux-mêmes. Parce que les sujets eux-mêmes, bon, l'accès à l'information fait que finalement, ça devient une commodité, quoi. Donc ça, c'est important vraiment dans le design, dans la façon dont on design les parcours éducatifs, de prendre ça en compte. Le troisième est le plus important, hein, et je pense que encore plus dans un contexte où on a une population jeune importante qui a besoin de trouver de l'emploi, c'est vraiment l'adéquation entre l'emploi et la formation. Ça, vraiment, c'est un élément essentiel. C'est que dans nos pays, on ne peut pas se permettre d'avoir le luxe de simplement dire aux jeunes, ben voilà, choisissez ce que vous voulez faire. Je pense que le point de départ, on doit partir du constat réfléchi que voilà, l'objectif de l'éducation, c'est de trouver un emploi. Et partir de l'emploi vers voilà, quelles sont les formations vers lesquelles qu'on doit offrir finalement à la jeunesse. Et donc je pense que ces approches-là sont, je pense, les approches gagnantes, des approches qui vont nous permettre de donner des opportunités à notre jeunesse. Et donc je pense que c'est une approche qui est clé, notamment pour la formation supérieure, l'aspect adéquation entre... Parce que finalement, les emplois, il y en a, soit en Afrique, soit ailleurs. Simplement, c'est l'adéquation, c'est de coller vraiment au marché. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment les trois aspects, l'aspect qualitatif, l'aspect de contenu, et puis l'aspect d'adéquation entre la formation et l'emploi. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Nkonchou. Alors, je reviens à Monsieur Koné. Si une PME s'approche de Enco Capital, Opéra Capital ou Adiwale Partners, travaille avec le fonds d'investissement pour gérer le risque. La banque qui n'aime pas prendre de risque, on peut dire ça comme ça ou pas? Ou c'est trop dur? La banque qui ne prend pas de risque ou non? Alors, dont le métier n'est pas de tout à prendre de fait. risque. Oui. Voilà. Alors, je vous laisse terminer votre question. Oui, voilà. Est-ce que la banque, dont le métier n'est pas de prendre le risque, si la PME vous approche avec un partenaire d'investissement qui, lui, prend une partie du risque, est-ce que vous financez? En combien de temps? D'accord. Voilà. Alors là, les choses se précisent. Non, effectivement, notre rôle, ce n'est pas de prendre du capital risque. Voilà. Parce qu'en réalité, c'est la raison pour laquelle chaque fois qu'on doit accompagner un client, enfin une PME, on demande un apport personnel conséquent du promoteur. Et on sait qu'en réalité, les promoteurs n'ont pas toujours cette capacité. C'est la raison pour laquelle l'attelage avec le capital risque et la banque est un attelage idéal. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le capital risque intervient pour renforcer donc les fonds propres. Et quand on a la présence du capital risque dans l'entreprise, automatiquement, on a beaucoup plus de confort sur les questions de gouvernance, de pilotage. Et on sait que c'est suivi de façon très, très précise. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, lorsqu'on accompagne un client, on a besoin d'avoir une bonne connaissance de l'industrie, de l'environnement, d'avoir une bonne étude de l'activité. Et malheureusement, on n'est pas toujours outillé, on n'a pas d'industrie spécialiste dans nos banques, hein, surtout quand il s'agit de petits tickets. Ça nous reviendrait beaucoup trop cher de réaliser des études poussées pour cela. Mais lorsque vous avez un partenaire comme un fonds de capital risque, lui joue ce rôle-là. Et ça va nous permettre, la présence du capital risque va nous permettre d'avoir une qualité de l'information. Parce que ça aussi, c'est un élément très précis. Parce que l'engagement, la fougue du promoteur, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on puisse avoir affaire à un business qui raconte une belle histoire, qui nous permet de pouvoir avoir du confort par rapport au remboursement. Parce que nous appartenons à une activité qui est très réglementée, nous avons des règles, et le rôle de la banque, c'est de faire de l'intermédiation, donc les fonds ne lui appartiennent pas. Et donc, pour ne pas avoir à passer des provisions, il faut qu'on ait ce confort-là.
Et donc, la réponse, c'est oui. On aura beaucoup plus de confort à accompagner la PME. Et oui, vous financez. Oui. Engagement. Hein. on a obtenu un petit secret pour approcher la banque, et ça, c'est important quand même pour les PME de le savoir. Merci beaucoup, Monsieur Koné, pour cette intervention. Alors, je voulais revenir sur un sujet. Il faut que je m'y retrouve. Alors, oui, on va aborder rapidement, et cette question peut s'adresser à tout le monde. Est-ce que vous pouvez citer chacun, comme ça, 1 ou 2 secteurs, ou 3, dans lesquels, enfin les investisseurs, vous pensez qu'il y a plus d'appétence pour investir? Secteur d'activité. Secteur d'activité. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Voilà, les secteurs plus attractifs, et pour quelles raisons ces secteurs le sont un peu plus? D'accord. Oui, on va continuer avec vous, Monsieur Koné. Alors, bon, déjà, c'est vrai qu'on n'a pas, on n'a pas d'a priori sur les secteurs. Mais quand on regarde les différents secteurs d'activité, on regarde l'environnement, et on sait que dans nos pays, de plus en plus, les pouvoirs publics ont un rôle très, très important d'accompagnement. Et ce qui se passe aujourd'hui, on a des politiques publiques pour pousser vers la transformation, par exemple, de nos matières agricoles, ou d'autres types d'industries qui se développent, mais avec un accompagnement des pouvoirs publics à travers des incitations fiscales plus intéressantes. J'ai vu personnellement un projet, par exemple, au Bénin, qui consiste à créer une zone industrielle avec des avantages fiscaux, des facilités, et c'est ça l'avenir. C'est ça qu'il faut encourager. Et au contraire, donc, quand on crée un environnement tel, les banques sont plus enclines à accompagner parce qu'on a plus de visibilité. Et quand on parle d'industrialisation, on sait qu'on est amené à prendre des risques sur du moyen et long terme. Et donc, on souhaite avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Monsieur Nkonchou? Oui, juste pour compléter ce qu'a dit mon ami Habib. Oui, je pense qu'il y a on sait tous quels sont les secteurs prioritaires, les secteurs les plus importants pour le développement de nos économies. Hein. Je veux dire, l'agriculture, l'industrialisation, les services. Je pense qu'un critère aussi important à prendre dans l'appréciation dans le choix des secteurs, c'est finalement aussi où est-ce que va le capital. Et je pense que ça fait écho à ce que le point que Jean-Marc a fait tout à l'heure. Hein. Nous-mêmes, en fait, gestionnaires de fonds, nous ne sommes que mandants de personnes qui nous confient leur capital. Et donc, ils nous confient ça avec un mandat. Donc, c'est important. La compréhension de ces mandats peut vous aider à savoir, finalement, où il y a l'argent. Parce que le tout, c'est pas de vouloir aller là où il y a du potentiel, c'est aussi d'aller là où il y a effectivement l'appétit. Donc, par exemple, il y a beaucoup d'argent aujourd'hui qui s'oriente vers tout ce qui est problématique liée au climat, donc c'est évident, surtout des capitaux étrangers. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour promouvoir le genre. Donc là aussi, pour toutes les femmes, je pense qu'ils encouragent en tout cas, à se lancer dans l'entrepreneuriat. En tout cas, il y a de plus en plus de fonds qui regardent vraiment l'investissement sous cet angle-là. Et donc, je pense qu'il faut être aussi un peu opportuniste, parce que finalement, il y a des thèmes qui sont des thèmes, je dirais, qui sont porteurs à un moment donné. Moi, personnellement, vous savez, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, je pense que vraiment, le capital humain, tout ce qui tourne autour du capital humain, c'est une opportunité fabuleuse pour l'Afrique. Un défi, mais aussi une grosse opportunité. Et donc voilà, aussi bien le former que le placer, trouver des débouchés. Je pense que vraiment, il y a beaucoup de choses qui tournent autour du capital humain qui, à mon avis, vont être des opportunités très importantes dans le futur. Parce que l'avantage aussi du capital humain, c'est qu'il est moins contraint par l'infrastructure. Parce que le gros problème qu'on a, c'est assez souvent quand on parle d'industrialisation, l'infrastructure, on a beaucoup de contraintes. Le capital humain, l'avantage, c'est que il peut voyager facilement, il s'exporte. Je pense que c'est vraiment une opportunité sur laquelle je pense, par exemple, des pays comme l'Inde ont compris et vraiment capitalisent dessus. Et je pense que c'est une opportunité pour nous, Africains, sur laquelle on peut
où on est moins dépendant aussi bien de l'infrastructure et de tous les enjeux qu'on a en Afrique. Merci, merci. Madame Leblanc? Sur cette question-là, je rejoins ce que dit Concho, mais il y a un point qui est important, que je demande à tous les entrepreneurs de garder en tête, c'est-à-dire la taille de nos marchés. On est une économie où si on prend nos pays un par un, ils sont vraiment tout petits. Maintenant, si on les prend à la taille de SLECAF, on a des tailles de marché beaucoup plus conséquentes. Donc, pour les entrepreneurs qui sont sur des produits mass market, et c'est là c'est important de regarder chaque fonds d'investissement, son secteur, sa stratégie, les secteurs d'activité qu'il finance, mais aussi la taille de marché de vos propres business models. Sur des tailles de marché mass market, le plafond de verre est très vite atteint et pour un fonds d'investissement, c'est compliqué d'aller sur ce genre de business. On parle beaucoup d'innovation, on parle beaucoup de digitalisation. Il le faut. Mais je voudrais rappeler que c'est un secteur tertiaire. Donc, ces entreprises qui sont dans ces secteurs-là, leurs principaux clients, c'est du B2B, c'est le secteur primaire et le secteur secondaire. Donc, on aura beau financer autant qu'on veut des boîtes IT, tech, dev et ce qu'on veut. Une fois que l'argent des investissements et les subventions qui ont été mises dessus sont consommées, il faut se demander quelle est la pérennité de mon entreprise à long terme. Est-ce que le secteur primaire et secondaire est assez structuré pour que j'ai des clients et pas du tout des monoclients? J'insiste vraiment sur ça parce que je vois de très beaux projets et quand tu regardes au fond et que tu te demandes qui peut être leur client, on n'a pas encore une cinquantaine de TI ou de grosses PME ou de multinationales qui peuvent faire un volume de chiffre d'affaires pour nos entreprises IT et tech. Et ça revient à la difficulté de l'argent et quel est notre mandat, qu'est-ce qu'on doit financer. Et ça pose aussi la question de notre souveraineté alimentaire où il y a un gros besoin, où on a un mass market, où il faut nourrir notre population, mais avec quel argent et quels moyens on le finance et que c'est à nous de financer nos économies aussi pour indexer l'argent sur les secteurs où nous-mêmes nous avons besoin pour ces questions de souveraineté. Et ça, j'insiste vraiment dessus. Voilà. D'accord, bien noté. Merci beaucoup. Monsieur Savidotové, un petit mot sur, oui, sur les secteurs. Sur les secteurs, il y a plein de secteurs qui marchent et qui vont marcher. Tout est à faire dans nos contrées. Bon, il y a des secteurs qu'on ne fera pas pour des raisons évidentes d'éthique, mais les secteurs qui marchent le mieux, ce sont ces secteurs-là qu'on ne pourra pas faire. Nous, on est exposé à quasiment tout. On croit en tout. On a décidé de ne pas faire de la banque. On était dans notre fonds précédent, notre partenariat précédent investisseur d'ailleurs dans Banque Atlantique, hein, dans le groupe, mais on s'est rendu compte très rapidement que les banques ça grossit très très vite et que bon, avec le type de fonds qu'on gère, 6 ou 10 millions d'euros, ce sera trop petit pour la banque. Alors, on est investisseur dans MCT, c'est du service de climatisation et électricité, c'est Lamine Koné dont M. Ngou parlait tout à l'heure. Et d'ailleurs, pour nous, c'est une très belle histoire. C'est une entreprise dans laquelle on est rentré il y a 3 ans. Hein, 5 milliards de chiffre d'affaires. On a plus que triplé le chiffre d'affaires sur cette période. Et l'entreprise est vouée à aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui a marché? Je reviens toujours sur ce sujet. Qu'est-ce qui a marché? C'est la qualité des dirigeants. Point. Laissez tomber les actifs. J'ai acheté ça en Chine, en Allemagne, etc. J'achète une BMW en Allemagne, elle est très belle, je ne sais pas la conduire, je la casse. J'achète une Shangan en Chine, je sais bien la manipuler, et tiens, bon, voilà. C'est les hommes qui sont au centre du jeu. Ceci m'entraîne à dire, on est investisseur aussi dans Inco Éducation, la structure qu'a créée Cyril, pour une raison très très simple. Très 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 simple. Le gap d'éducation, Cyril en a parlé tout à l'heure, fait que si on est capable d'offrir à nos enfants quelque chose de correct, de plus que correct, à des tarifs qui sont corrects aussi, on en fait des champions pour demain. On ne les a pas. Disons-nous la vérité, la masse critique de gens qui peuvent faire des choses est très très faible dans nos pays. Ça fait partie du premier sujet. Donc nous investissons pour gagner de l'argent, mais nous investissons pour demain aussi. Des Inco, il en faut 10 sur le continent. Il en faut 10 sur le continent. C'est de vrais sujets. Nous aimons l'industrie, et je vous le dis, ce n'est pas quelque chose de facile. Pour l'instant, notre exposition, elle est
plus sur quelque chose qui ressemble à de l'industrie que de l'industrie pure et dure. Nous regardons de très très près l'industrie de transformation agricole en se disant est-ce que ces gens peuvent vendre en dehors de leur marché local, parce que finalement le marché c'est toujours important. Il faut que sur le coût unitaire, le coût de production, on soit solide et qu'on soit capable de contrer et les importations qui ne payent pas d'impôts, parce que généralement dans nos pays c'est 30-40% des produits que nous consommons qui n'ont pas payé d'impôts, et les concurrents locaux qui sont aussi capables de reproduire le produit que nous offrons. Donc voilà, nos 3 gros secteurs, c'est quoi? C'est tout ce qui est lié aux consommateurs. Cyril parlait du capital humain tout à l'heure, c'est une autre façon de le dire. Consumer. Nous, on met dans consumer l'éducation et la santé. Parce que quand on a un tout petit peu plus d'argent dans sa poche, on se soigne mieux, on se couvre, on a une couverture santé, on éduque mieux ses enfants. Donc on pense que ça fait partie de la consommation, en tout cas en Afrique. Deuxième secteur, les services à l'entreprise. Très important comme secteur aussi, c'est 40% du PIB de nos régions. En tout cas dans l'UEMOA, c'est 40% plus. Parce qu'on n'a pas encore assez industrialisé, donc c'est normal que ce secteur soit plus gros. On achète de la clim, de l'équipement, on fait venir l'équipement, on l'installe, on apporte de l'ingénierie avec. Le jour où on fabriquera ça ici, effectivement, on passe à une autre étape. Ce qu'ont fait plusieurs pays, le Kenya par exemple est très très avancé sur ce type de sujet. Je rappelle, c'est juste pour nous faire un tout petit peu mal, mais on va rattraper, c'est qu'en 1980, l'économie de la Côte d'Ivoire était 40% plus grosse que celle du Kenya. Le Kenya est 2 fois plus gros que la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Bon, mais on va rattraper. Voilà. Merci pour ce mot optimiste. Juste 2 petites secondes, je repars dans l'autre sens. Est-ce que si vous aviez 2 recommandations, pas plus, 2 mots, 2 recommandations pour les PME pour qu'elles se sentent pleines d'énergie pour aller chercher les investissements? Je crois que là-dessus, pour les PME, surtout Cyril et Assatou ont dit des choses extrêmement importantes. Je pense que ça nous appartient à tous de le faire, c'est qu'on est obligé d'être très discipliné dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision, il faut voir grand, il faut voir au-delà de ses frontières. D'ailleurs, je pense, et c'est aussi un plaidoyer pour ceux qui ont l'écoute de nos dirigeants, c'est que le local content, moi je ne suis pas pour, tel que c'est en train d'être fait. Ah bon? Le local content nous pousse à fermer nos frontières. Il faut faire du local content régional. Il faut faire du local content africain. Encore une fois, on ne peut pas industrialiser. Moi, je viens du Togo. Vous savez, quand vous venez d'un petit pays, c'est très facile de se projeter. Les Anglais aussi se sont projetés historiquement parce qu'ils venaient d'une île. C'est comme ça que ça marche. La réalité, c'est que on peut pas. Moi, je peux pas comprendre qu'au Togo, on puisse faire du local content. Pour vendre à qui? Oui. Le PIB par habitant est super bas. Il y a 8 millions de gars. Bon, qui va acheter? Je ne peux pas comprendre que sur les mines, nos pays commencent à faire du local content qui soit absolument local. Ça n'a pas de sens. Il faut créer des champions. On parle de géants ici. On ne peut pas faire des géants à l'échelle d'économies qui pèsent National. 8 milliards de dollars. Exactement. Enfin, on crée des nains. Je veux dire, si c'est ce qu'on veut faire, on peut en discuter aussi. Donc, si on veut faire des géants, il faut qu'on voit plus gros. On a la CEDEAO, on a l'UEMOA. Il faut qu'on ait un espace pour jouer qui soit un peu plus large que celui qu'on s'impose tous les jours. Si l'Occident décide de fermer ses frontières, c'est trop tard pour nous de décider de fermer nos frontières. Au contraire, nos frontières entre nous doivent être elles doivent être détruites en réalité. Voilà. Merci. Monsieur Ngou, je reviendrai à vous pour le mot de la fin parce que vous représentez les PME et vous aurez le mot de la fin pour conclure tout ça. 2 recommandations, 1 ou 2, peu importe, mais... Je vais d'abord en profiter pour saluer tous les entrepreneurs parce que ce n'est pas facile d'être entrepreneur en Afrique. Donc, on a dit...
On leur a beaucoup jeté la pierre, mais je veux juste qu'on prenne conscience que c'est beaucoup plus difficile d'entreprendre ici. Et je leur souhaite énormément de courage. Je me considère comme un entrepreneur qui finance d'autres entrepreneurs. Donc, en Afrique, faire une entreprise demande de la résilience. Donc, je vais leur demander d'être extrêmement résilients et de tenir sur le très long terme, d'être disciplinés et d'être le meilleur dans leur métier, dans leur cœur de métier et l'expertise de ce qu'ils font. Parce que ça, c'est important, d'avoir une qualification et d'avoir un métier à forte valeur ajoutée pour pouvoir grandir. C'est extrêmement important. Et le deuxième point qui, pour moi, me semble hyper important, voyez grand. Voyez très très grand. On a souvent tellement peur de se dire que ce n'est pas facile de financer les entreprises qu'ils voient petit. Ils ne voient pas que l'Afrique, on parle de 6 700 milliards de consommation sur la zone ZLECAf d'ici 2030. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ce montant plus 1,2 milliard de personnes qui vont consommer, est-ce qu'on va être seulement des consommateurs de produits importés ou bien on va faire confiance, vraiment faire confiance à nos entrepreneurs, faire en sorte que ce montant soit financé dans des entreprises et qu'on consomme des biens au niveau local dans toute la ZLECAf pour que cet argent crée des emplois, génère des revenus et crée de la valeur pour développer ce continent ensemble. C'est vraiment ce plaidoyer que j'aimerais faire. Merci beaucoup. Merci Cyril. Oui, non, je pense que je vais faire écho à ce que vient de dire Issatou. Je pense que deux points. Le premier, c'est que nous n'avons pas le choix. C'est-à-dire, je pense que malheureusement, pour nos enfants en tout cas, il faudrait les encourager à être entrepreneurs parce que malheureusement, on est dans des sociétés, on vit dans une société où on a une démographie galopante et où on ne crée pas assez d'emplois. Et finalement, être entrepreneur, c'est le meilleur moyen finalement. Si on n'a pas d'emploi formel, de pouvoir créer son emploi. Donc nos enfants seront pour la plupart amenés à être entrepreneurs. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et je le redis, c'est vrai que c'était un peu une boutade, mais je le pense vraiment, le capital est là. En fait, il y a toujours cette conception que le problème, c'est l'accès à l'argent. Non, le capital est là. Enfin, nous, en tout cas, en tant qu'investisseurs en capital risque, vraiment, c'est difficile de déployer des fonds, paradoxalement. C'est difficile de déployer des fonds. Malheureusement, les entrepreneurs ont cette crainte, beaucoup d'entrepreneurs ont cette crainte de la dilution, c'est-à-dire de dire, voilà, je veux être propriétaire de ma boîte. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas antinomique. En fait, vraiment, paradoxalement, le fait, d'une part, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, finalement, l'argent, le capital risque, le coût effectif du capital risque est relativement pas cher, par rapport aux banques en tout cas, certainement. Donc c'est important faut pas hésiter à se lancer. Donc je pense que ça c'est un aspect important à prendre en compte. Donc vraiment encourager les entrepreneurs à prendre l'initiative, à se lancer. Le capital est là. On n'a pas le choix, parce que de toute façon, les emplois de demain, c'est nous-mêmes, c'est nos enfants qui vont devoir les créer. Donc je pense que vraiment, c'est un mot d'encouragement. Un mot d'encouragement aux entrepreneurs, en tout cas, ne pas être effrayé par le capital et par le capital risque. Le capital risque est vraiment le bon point d'entrée pour se lancer. Je pense que c'est ce qui permet justement de prendre plus de risques, le fait de pouvoir partager. Donc cette idée de partage du risque est importante et comme l'a dit Aïssa tout à l'heure, le capital risque, voilà, si jamais ça ne marche pas, il vous suit, quoi. Il vous accompagne voilà, dans les beaux jours comme les mauvais jours. Donc vraiment, je vous encourage à explorer cela. Moi, en tout cas, j'ai eu dans ma vie l'occasion de créer 2-3 entreprises. J'ai toujours commencé effectivement par faire venir des partenaires. Ça ne semble pas intuitif, mais je pense qu'il faut y penser dans cette démarche. C'est très difficile d'être succès, de réussir en tant qu'entrepreneur. C'est important de se faire accompagner, quoi. Donc voilà. D'accord. Merci beaucoup Cyril. Monsieur Koné. Oui, mais moi je voudrais à mon tour, en tout cas, encourager les entrepreneurs parce que je sais que c'est difficile, mais c'est l'entreprise qui va nous permettre d'avoir des économies résilientes et de nous aider à sortir de la pauvreté. Donc ils ont un rôle très noble.
Et alors, vous allez me dire, mais quel est le paradoxe avec les banques, avec le système bancaire? Alors, je dirais là, de ce côté, il faudrait qu'on améliore la communication parce que le système bancaire a des contraintes. Il faut arriver à trouver des convergences. Et pour cela, moi, j'invite les entrepreneurs à s'organiser différemment au sein des organisations patronales, de façon à ce qu'il y ait un dialogue avec le système bancaire, mais également avec les autorités. Parce qu'il faut qu'on puisse créer les conditions pour leur permettre de se développer. Hein. Tout à l'heure, on parlait de, quelquefois, cette espèce de concurrence déloyale qui vient de l'extérieur de notre zone, hein, et qui, si elle n'est pas gérée, va continuer à nous pousser à avoir des TPE en difficulté. Depuis nos indépendances, c'est ce que nous vivons. Et il faut, à un moment donné, pouvoir lutter contre cela et arrêter. Voilà. Merci. Merci beaucoup, merci M. Koné. Le mot de la fin pour M. Ngou, l'entrepreneur courageux au milieu de tous ces investisseurs. Voilà. On vous écoute. Qu'est-ce que vous allez recommander aux PME dans la salle pour leur donner de l'espoir et des petites astuces pour y arriver? Merci beaucoup, Efwa. Je voudrais encore une fois, de l'opportunité du micro, adresser mes mots du remerciement à Didier. Bon, in fine, je pense que c'est lui qui est l'évangéliste, l'apôtre qui fait la promotion des PME en Afrique. Et je suis d'autant plus ému par cette approche, par cette initiative. Et il faut dire que la réelle volonté politique que nous recherchons pour booster nos économies locales, ça s'écrit, ça se dit, mais ça ne se vit pas. Un chef d'entreprise qui prend de l'audace à créer une entreprise, afin de créer des richesses, a besoin d'être accompagné. Je vous le disais tantôt, nous sommes souvent en concurrence sur des offres avec des entreprises étrangères qui bénéficient des accompagnements à hauteur de 1%. Alors que nous, chez nous ici, nous en avons pour 10 quand ils sont généreux. Quand ils sont généreux. Sinon même au-delà. Bon, déjà, vous êtes en perte parce que vous perdez votre marge. Vous n'êtes plus compétitif. Aïssatou l'a dit, le marché est ouvert. On est dans un marché qui est mondialisé. Aujourd'hui, toutes les offres qui sont lancées dans nos différents pays, c'est ouvert aussi aux entreprises étrangères. Et c'est ça la problématique. Après, nous nous plaignons du fait que l'argent ne circule pas. Mais l'argent ne peut circuler que dans la poche des locaux. Parce que si l'entrepreneur qui crée des emplois, qui amasse un volume important et qui crée vraiment de la richesse, n'est pas accompagné, c'est évident qu'on va avoir des grosses infrastructures, mais dans le fond, il y aura la pauvreté. Donc il faut aussi que, comme il a si bien dit, mon patron, je peux l'estimer ainsi, il faut que l'État prenne vraiment des décisions courageuses. Il y a une réelle volonté politique pour accompagner notre processus de croissance et de développement. Sinon, nous allons répéter des panels, faire des forums en un point fini, sans solution. On le sait tous, les solutions sont là. Mais il faut pouvoir structurer ces solutions-là. Il faut passer à l'évidence. Et ce qu'Aïssatou dit, c'est vraiment vrai, ce sont des évidences. Les PME ont besoin des investisseurs. Quels investisseurs? Je pense qu'une PME a besoin de deux choses. Première chose, c'est la formation, l'accompagnement. Moi, dans mon cas, je disais tantôt que l'exemple de la mine Koné m'a édifié hier. Parce que par moment, vous vous sentez essoufflé, vous vous sentez étouffé, pardon. Vous êtes seul à tout manager. Donc, quand vous avez un capital investment qui est avec vous, qui a d'abord le regard sur la gestion, amène de pouvoir contrôler tout le processus de gestion, donc former les équipes internes, ça vous rassure déjà. Et en plus, ça vous donne un peu plus de crédit auprès des banques. Nous formons des jeunes que nous allons repêcher dans les écoles. À un certain niveau, ils sont après débauchés par les gros, par ceux qui nous donnent du travail. Tu ne peux pas faire plus. Moi, j'ai eu plusieurs de mes ressources qui ont été débauchées par mes clients. Ils leur proposent plus que je leur propose. Je ne peux pas aller au-delà. Sinon, éventuellement, je vais me casser la gueule. Excusez-moi du terme.
Donc je pense qu'aujourd'hui, et je remercie encore Didier pour cette opportunité qu'il nous offre. Et je pense que je vais m'approcher de Aïssatou. J'ai été beaucoup édifié par ce thème. Et Jean-Marc aussi. Comme tu as pris la mine, j'espère que je serai la deuxième personne. Cyril. Voilà. Afin que Habib ait davantage confiance en moi. Mais voilà. Mais ce que je veux dire aussi, les banquiers, il faut faire preuve de flexibilité. Vous voyez, nous sommes dans un écosystème où nous sommes obligés, toutes les deux parties, de s'accompagner. Si vous n'accompagnez pas les PME en faisant preuve de flexibilité, ça ne sert à rien l'accompagnement. Parce que vous accompagnez pour qu'en retour, en contrepartie, vous en tirez profit. Moi, je peux dire aujourd'hui, les frais financiers que j'ai générés à des banques ici, ce n'est pas possible. C'est trop. Parce qu'ils m'accompagnent à des coûts de milliards de projets. Mais la moindre difficulté, mais vous êtes seul à gratter la tête. Il faut trouver la solution. Et ils ne réfléchissent pas. Comme ils le disent, ils ne sont pas prêts pour prendre de risques. Donc, vraiment, merci. C'est mon mot de fin. La solution est là, mais il faut être plus dynamique. Soyons plus concrets. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous pour ce beau panel. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Mais apparemment, non. Voilà. Mais ils sont accessibles, hein. C'est aussi pour le réseautage. Donc, ils sont tous accessibles pour être approchés sur vos problématiques. Donc, merci beaucoup. Une petite photo de famille et avant qu'on nous chasse à coups de pied de la scène. Non, pas à coups de pied, quand même pas. Merci. Panel très, 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 très riche. C'est pour ça qu'on ne prend pas de questions, parce que je pense qu'ils ont tout dit. C'était clair, c'était profond, c'était limpide. Vraiment, Pasteur Didier, bravo. Voilà, petite photo de famille. Et merci encore, merci beaucoup. Habib, Aïssatou, Modeste, Cyril, Jean-Marc, évidemment. Jean-Marc. Et puis Efoi. Merci à ce panel, merci à la modératrice. Je pense que c'est un résumé de ces 2 journées que nous avons auxquelles nous avons eu le plaisir d'assister. Bon, je vais devoir vous chasser de ma scène. Merci, bravo. Merci, bravo. Non, c'est Didier qui a dit que vous étiez des requins. Moi, j'ai pas dit ça. Monsieur Ngou, bravo. Je vais appeler le prochain modérateur, Augustin. Augustin, je sais que tu es là. Augustin. Désolé pour les personnes qui voulaient poser des questions, mais voilà, les panélistes sont là dans la salle, vous pouvez leur parler en direct. On a pris beaucoup de retard, donc on essaie de le rattraper. Et je suis sûr que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Il arrive. Ah, Monsieur Akou. Sans autre forme de protocole, je vais te passer le micro. On va essayer de rester tight sur le timing. 50 minutes, possible? Ok, super.
très bien. Oui, c'est ça, je crois qu'il y a 2 ans. C'est ça. Oh, d'accord. Laisse le panel. Et non, tu médias, ouais. Alors, je profite de cette petite interlude pour faire les annonces qu'on fait habituellement dans les grosses manifestations, etc. Le propriétaire de la Hyundai bleue immatriculée 7638 FK est demandé à l'entrée de l'hôtel. Apparemment, il est très mal garé et il risque de rentrer à pied s'il ne se dépêche pas. Hyundai bleue immatriculée 7638 FK. Mesdames, Messieurs, merci de bien vouloir prendre place, s'il vous plaît. Je vais commencer à me fâcher. Monsieur Ngou,